Nous allons maintenant démarrer, non pas la convention qui elle-même a déjà démarré, mais les travaux qui sont au cœur de celle-ci, et en entendant en particulier et en premier Sophie Sopa, qui est vice-présidente de l'université Paris-Saclay et qui a travaillé avec les membres du GIEC au cours des dernières années et des derniers mois. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager vos savoirs et vos convictions dans ces domaines. Petite règle, Sophie Sopa a 45 minutes de temps de parole. Si c'est 40, ça sera très bien. Mais pas plus de 45, s'il vous plaît. Le principe, c'est que vous gardez vos questions pour après. Et pour ce qui est des questions, on prendra 5-10 minutes pour que vous réfléchissiez avec vos voisins et vos voisines aux questions que vous voulez poser à Sophie Sopa. On fera ça pour toutes les conférences. Et ensuite, on aura un échange donc avec elle d'environ 30-35 minutes à partir de vos questions. Vous avez la parole, vous avez des micros, vous avez une zappette si vous voulez, sinon vous appuyez sur les boutons et on vous écoute. Merci beaucoup. Merci. Alors avant d'entamer mes 45 minutes, j'espère qu'on n'est pas dans le décompte, je voulais vous remercier de m'avoir invité à parler dans le cadre de cette convention. Je suis très contente en entendant à nouveau ces introductions. Je suis encore plus contente d'être ici, de participer. Je suis contente que cette convention, elle mêle à la fois ingénieurs... Bonjour à toutes et à tous. Non, on m'a dit la zappe. Merci. Qu'elle mêle à la fois ingénieurs et étudiants des universités et puis qu'elle permette d'interroger aussi effectivement les technologies au regard d'enjeux sociétaux qui ne sont pas uniquement ce que l'on a tendance à qualifier de progrès, mais se poser la question de ce qu'est le progrès et ce qu'est vraiment un apport sociétal avec, en mêlant différents aspects et différentes sciences. Cette fois, c'est bon. Donc je vais vous présenter le contexte climatique. Je vais du coup pas du tout vous parler d'hydrogène, même si bien sûr en filigrane, c'est comme l'a dit Monsieur Lescure, vraiment aussi dans cette idée de décarbonation que l'hydrogène est aujourd'hui proposé comme solution et comme vecteur de l'énergie. Donc pour vous faire ce cadrage sur le climat et le changement climatique, je vais m'appuyer essentiellement sur les éléments qui sont dans la synthèse de la 6e évaluation du GIEC. Donc le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, donc ce sont les gouvernements, 195 gouvernements qui demandent aux communautés scientifiques d'évaluer les connaissances scientifiques pour voir ce qui est robuste et ce qui ne l'est pas dans la connaissance et permettre d'éclairer leurs décisions. Donc moi-même, je ne suis pas membre du GIEC, je suis une des expertes qui a participé à la rédaction d'un rapport, le rapport du groupe 1, pour lequel j'ai coordonné un chapitre, celui qui traite des composés qui agissent à la fois sur la pollution de l'air et le climat, et notamment le méthane, qui est un point important dans les technologies de production de l'hydrogène. Et j'ai également contribué à cette synthèse que je vais vous présenter. Donc ces rapports, donc je vous l'ai dit, ça consiste à évaluer les connaissances. Donc lire les publications scientifiques, ce n'est pas des rapports qui produisent de la nouvelle connaissance. Ils viennent regarder ce qui est robuste ou ce qui ne l'est pas. Donc pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce qui est robuste ou ce qui ne l'est pas? Parce que la science se construit par des hypothèses qui viennent de la théorie et qui vont ensuite être vérifiées par des observations, des expérimentations. C'est ce débat scientifique qui, in fine, permet d'établir des faits scientifiques. Donc nous, ce que l'on doit faire quand on est expert au GIEC, c'est établir quels sont les faits scientifiques et qu'est-ce qui reste encore en maturation au sein de la science. Donc on analyse, on lit énormément de publications. Si on regarde l'ensemble des rapports, ils citent 85 000 publications, mais évidemment, on en passe beaucoup plus en revue. Et donc ces rapports, donc là on est dans le 6e exercice. Le premier exercice, la première série de rapports, c'était en 1990, et à peu près tous les 7 ans, on ressort une série de rapports en analysant la science plus récente. Donc il y a systématiquement 3 grands rapports. Le premier qui est sur les bases physiques du changement climatique, donc comprendre les mécanismes physiques, les causes et la manière dont les paramètres climatiques vont changer dans le futur. Un second rapport qui est sur les impacts
Et on verra que les impacts dépendent beaucoup de la vulnérabilité. On va voir dans un instant ce que ça signifie et la manière d'atténuer ces impacts. Donc là, ça fait intervenir beaucoup de sciences sociales et d'écologie également. Et puis un troisième rapport qui est sur l'atténuation. Donc comment est-ce qu'on peut limiter le niveau de réchauffement? Et là aussi, il y a beaucoup de sciences sociales, d'économie, de gens qui sont technologues et qui viennent interroger la faisabilité de déploiement de telle ou telle technique. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces sciences, enfin l'ensemble des sciences qui sont vraiment convoquées pour comprendre cette crise climatique. Dans le cadre du 6e exercice, on a eu aussi des rapports plus spécifiques sur des questions pour lesquelles les États avaient besoin de réponses plus immédiates et qui mêlaient toutes ces sciences, et en particulier le rapport spécial 1,5 degré. Donc c'est un rapport qui a été demandé par les États suite à l'accord de Paris pour vraiment comprendre la différence entre atteindre 1,5 degré ou 2 degrés en termes de conséquences, mais aussi en termes de ce que ça signifiait, en termes de trajectoire à mettre en place pour rester dans le cadre de cet accord de Paris. Et puis donc l'ensemble de ces rapports, on en a fait un condensé qui est le rapport de synthèse. Et pour chacun de ces rapports, il y a toujours un résumé qui est le résumé pour décideurs, qui est quelque chose qui est approuvé ligne par ligne avec les 195 pays qui sont représentés. Pas tous sont représentés, mais en tout cas une grande partie est représentée. Donc ce qui sort dans les résumés pour décideurs, ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose qui fait consensus parmi les scientifiques et parmi ces pays-là. Ou en tout cas, les pays n'ont pas trouvé de moyen de faire que ce soit retiré du résumé pour décideurs parce qu'il y a un fondement scientifique et que c'est difficilement contestable de revenir sur ce qu'il y a dans ces résumés. Donc c'est vraiment un objet aussi très particulier que ces résumés pour décideurs qui viennent derrière servir pour prendre des décisions, et notamment dans les COP, ce qui est dans les résumés pour décideurs du GIEC, normalement, et la base scientifique qui permet ensuite d'avancer, de débattre et de se donner de nouveaux objectifs. Donc je vais commencer sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et telle qu'elle est documentée par ces observations scientifiques. Donc le premier point que vous savez tous sans doute aujourd'hui, c'est le fait que le changement climatique se manifeste par une augmentation dans la fréquence et dans l'intensité des extrêmes climatiques. Donc ces extrêmes, ça va être évidemment les vagues de chaleur, ça peut être des épisodes de fortes précipitations, des sécheresses, et notamment pendant la période agricole où du coup elles vont avoir des conséquences aussi pour la production d'alimentation. Et puis ce sont des cyclones tropicaux intenses qui vont être plus fréquents. Donc ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, nous est déjà devenu familier. Mais au-delà de ces extrêmes qu'on ressent très directement, on constate des changements majeurs dans l'ensemble du système climatique. Donc le système climatique, ça n'est pas que l'atmosphère et la température de surface. Ça va être également la cryosphère, donc le monde gelé de la planète, pour lequel on observe un dégel, par exemple des sols gelés. On observe une fonte des glaciers qui est généralisée. On observe une diminution de la banquise arctique, donc un caractère assez généralisé de la fonte de la cryosphère. Cette fonte amène plus d'eau à l'océan. L'océan, qui récupère déjà la chaleur, une grande partie de la chaleur liée au réchauffement climatique, lui se dilate sous l'effet de cette absorption de chaleur. Et ces deux effets, la fonte de la cryosphère et la dilatation de l'océan, amènent à la montée du niveau des mers. On a également des changements majeurs sur les terres qu'on peut observer pour certains depuis l'espace, notamment ce qu'on appelle le verdissement, alors qui n'est pas uniquement lié au changement climatique, mais à certaines latitudes, c'est un effet du changement climatique et de la fertilisation par le CO2. Et on a en fait un allongement de la saison de croissance des végétaux qui conduit à ce que l'on appelle ce verdissement qui est visible depuis l'espace. On a ces différents changements qui peuvent se combiner, amener à d'autres conditions qui vont elles-mêmes avoir des conséquences. Par exemple, on a une plus grande probabilité de feu qui est liée au phénomène de sécheresse et aux vagues de chaleur. On a des effets qui se combinent dans l'océan. Je vous parlais du fait que l'océan se réchauffe.
En plus de ça, on a une acidification qui est liée au fait qu'il absorbe une partie du CO2 atmosphérique. Il circule moins bien, donc il y a moins d'oxygène dans l'océan. Donc tout ça fait plusieurs pressions en même temps sur la vie dans l'océan. Et puis le fait qu'on ait une montée du niveau des mers fait que quand on va avoir des tempêtes en zone côtière, on va plus facilement avoir des risques de submersion. Donc les changements physiques peuvent se combiner entre eux. Et puis le changement dont vous entendez aussi beaucoup parler, c'est celui de la température de surface, qui est un bon proxy, un bon indicateur de l'évolution de ce changement climatique. Donc ce que vous voyez sur votre droite, si vous regardez la courbe noire, ce sont les observations de la température de surface moyenne de la Terre. Donc vous voyez cette augmentation rapide des températures depuis 1950. Donc cette augmentation de température, elle atteint aujourd'hui 1,1 degré. Alors 1,1 degré, c'est si on regarde c'est le chiffre qui est donné dans le GIEC. Si on regarde la dernière décennie, 2010-2020, par rapport à la moyenne entre 1950 et 1900, puisque pour le climat, on raisonne sur un temps long. Aujourd'hui, si on décale un petit peu la décennie jusqu'en 2023, on est à 1,15 degré de réchauffement. Et donc cette courbe noire, vous la voyez également mise en perspective de ce que l'on peut reconstruire sur 2000 ans. Vous voyez combien la vitesse d'élévation de la température mondiale est aujourd'hui importante et inédite par rapport à cet enregistrement de 2000 ans. Et puis on va le voir également, ce qu'il y a sur la droite qui est représenté en marron, c'est ce que l'on peut obtenir avec des modèles climatiques, donc des modèles qui comprennent vraiment la physique, la thermodynamique, la mécanique du climat. On voit qu'on peut reproduire ces observations en prenant en compte à la fois les facteurs humains et naturels de variabilité climatique. Néanmoins, si on ne prend en compte que les facteurs naturels, et c'est la courbe que vous voyez en vert, on voit qu'on n'aboutit absolument pas à cette augmentation de la température mondiale. Donc c'est bien les facteurs humains qui ont généré cette augmentation de la température mondiale. Donc au-delà de la température, on a différents indicateurs de ce changement climatique dont on peut montrer par rapport aux enregistrements que l'on a directs ou indirects, enfin indirect sur ces échelles de temps, combien l'ensemble des paramètres du changement climatique sont inédits sur des échelles de temps qui sont parfois très très longues. Ce changement climatique, il a aussi un caractère inédit en termes d'extension spatiale et il affecte aujourd'hui l'ensemble des zones habitées de la planète. Ce que vous voyez sur ces cartes stylisées, alors je suis désolée pour le fond bleu qui va enlaidir tous les slides. Je pense que c'est une adaptation qu'a fait PowerPoint. Donc sur ces cartes qui sont des représentations stylisées du monde dans lesquelles chaque hexagone représente une région, on voit à gauche en rouge partout où on peut dire qu'on a vraiment une augmentation en fréquence et en intensité des vagues de chaleur. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment généralisé dans le monde. Et puis à droite, vous voyez l'augmentation des pluies extrêmes des sécheresses agricoles, où là, on a un caractère qui va être plus hétérogène parce que la perturbation du cycle hydrologique est quelque chose qui est plus complexe et qui aboutit à ces résultats plus hétérogènes. Néanmoins, on a presque de manière généralisée une augmentation des pluies extrêmes, pour autant qu'on puisse en juger avec les observations, puisqu'aujourd'hui, on a encore un manque d'observations pour toute une partie de la planète. On voit dans l'hémisphère sud les hexagones qui sont en gris, qui sont des régions qui sont insuffisamment documentées par les observations et par les études scientifiques pour arriver à des conclusions. Et puis un point important aussi, c'est aujourd'hui on a le nombre de points que vous voyez dans les hexagones, c'est la capacité qu'on a à faire le lien entre cette augmentation et la démonstration du caractère anthropique de l'influence humaine. Donc. Et en fait, c'est une science qui a beaucoup évolué et qui continue d'évoluer, cette science qu'on appelle de l'attribution. C'est quelque chose qui ouvre aussi la voie derrière pour des litiges, pour faire le lien entre des événements et donc des pertes et dommages derrière et l'influence humaine, et le fait que ce soit lié à notre influence humaine.
On a tout d'abord des impacts sur le vivant, sur la biodiversité, qui sont liés à ces modifications de climat. On a des changements de saisonnalité. Vous le savez, aujourd'hui, on a des floraisons, par exemple, des vergers qui interviennent plus tôt. On a en fait ces changements à la fois de saisonnalité et de structure, donc de rapport entre les espèces qui est constaté partout dans le monde. Et on a en fait un déplacement de plus de la moitié des espèces, soit vers les pôles, soit en altitude, pour essayer de retrouver des conditions qui leur soient favorables, avec une mortalité importante dans les écosystèmes où il ne peut pas y avoir de déplacement, par exemple les coraux d'eau chaude ou les forêts. La conséquence également de cette modification de saisonnalité et de l'occurrence plus fréquente d'extrêmes, ça va être aussi des conséquences pour mener l'agriculture. Alors l'agriculture mondiale a eu une productivité qui a augmenté en raison des techniques agronomiques qui ont été développées depuis la Seconde Guerre mondiale, qui ont été développées avant, mais beaucoup étendues après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, on sait que l'augmentation de ces extrêmes, aujourd'hui, freine et a freiné l'augmentation de la productivité alimentaire avec, à cause du changement climatique, des problèmes de pénurie alimentaire et des problèmes de pénurie d'eau qui vont aussi être exacerbés par le changement climatique. Alors les problèmes de pénurie d'eau ne sont pas uniquement liés à ça, mais on a un effet d'exacerbation par le changement climatique. On a des secteurs d'activité comme la pêcherie, par exemple, qui sont déjà très impactés par le changement climatique. Donc au-delà de ces problèmes de disponibilité en eau et nourriture qui déjà vont affecter la santé des gens, on a d'autres problèmes de santé qui vont être liés par exemple au fait qu'on a une meilleure dispersion de certaines maladies infectieuses parce qu'on a modifié la répartition du vivant. On a par exemple des moustiques tigres qui aujourd'hui envahissent notre territoire. On a également une aire d'expansion des tiques qui diffusent certaines maladies, notamment hémorragiques, qui est également répartie plus largement spatialement. Quand on a des épisodes extrêmes derrière, on a des problèmes aussi, par exemple, de choléra, de maladies qui sont liées au fait qu'on a des eaux insalubres pendant un certain temps derrière les catastrophes. On a des problèmes d'hyperthermie, évidemment, pendant les vagues de chaleur, des gens qui décèdent de l'excès de chaleur, des problèmes de santé mentale, alors qui ne sont pas l'éco-anxiété dont on entend parler, qui est encore insuffisamment documenté scientifiquement pour que ce soit dans les rapports du GIEC. Là, c'est les problèmes de stress post-traumatique liés au déplacement des populations qu'on doit déplacer parce qu'il y a un aléa, comme vous avez pu voir, plus de 10 000 personnes déplacées dans le Nord lors des inondations la semaine dernière. Ça laisse des traces durables dans l'esprit des gens qui reviennent et qui ont perdu des biens, voire des proches. On a également des dommages en termes d'infrastructures qui sont aujourd'hui généralisés, qui touchent vraiment l'ensemble des continents, et puis certains secteurs économiques, l'agriculture notamment, qui sont pénalisés par ce changement climatique. Le rapport du groupe 2 insiste sur les risques en cascade et composés liés à ce changement climatique. Vous voyez un exemple à gauche qui est celui des méga-feux qui ont eu lieu en Australie en 2019-2020, mais c'est similaire à ce qui a pu se passer cet été au Canada. Vous avez des feux, ça va venir impacter à la fois la faune et la flore localement. Vous allez avoir votre végétation brûlée, vous pouvez avoir des contaminations des eaux et des eaux potables, des difficultés liées à la diffusion de panaches de fumée qui sont très impactantes pour la qualité de l'air. Et donc, vous allez devoir gérer une crise immédiate, mais aussi des crises avec des effets de santé, des effets sur l'agriculture, sur le tourisme, qui vont pouvoir derrière avoir des répercussions sur un temps plus long, avec des impacts socio-économiques sur différentes échelles de temps. De la même manière, si vous avez un aléa climatique très fort, comme une inondation ou un cyclone sur une ville, vous allez avoir derrière une déstabilisation de tout un tas de services urbains, par exemple les services d'information, les services électriques, qui vont rendre aussi difficile le fait de gérer la crise immédiatement et de gérer la crise ensuite, avec des conséquences, là encore, sur, par exemple, sur les infrastructures sociales, les infrastructures de santé, par exemple, ou les entreprises qui vont être là, qui perdent du stock et qui, derrière, vont avoir des difficultés
difficulté à se reconstruire. Donc les crises, c'est pas simplement faire face à un aléa, un paramètre physique, c'est derrière plein d'enjeux qui ont des répercussions multiples. Je vous disais tout à l'heure qu'on est capable, avec les modèles climatiques, de démontrer le rôle de l'influence humaine dans ce réchauffement. Ce rôle, en fait, de l'influence humaine, il est de 100%, il explique 100% du réchauffement de 1,1 degré. C'est la deuxième barre rouge que vous voyez. Et en pratique, il se décompose en deux gros signaux. Un signal de réchauffement qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Si on n'avait que ça, on aurait un réchauffement aujourd'hui qui serait déjà de 1,5 degré. En pratique, on a un effet de masque de ce réchauffement aujourd'hui qui est lié à la présence de petites particules de pollution dans l'atmosphère qui vient masquer une partie du réchauffement. C'est un signal qui est en diminution grâce à des politiques de santé publique, mais qui du coup va dévoiler un petit peu plus encore le réchauffement lié aux gaz à effet de serre. Sur la partie droite, vous voyez justement cette évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui continue d'augmenter. Ça avait un petit peu baissé durant l'année où on a eu le Covid, mais c'est reparti à la hausse ensuite. Et derrière ces émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'on a une très grande cause qui est l'utilisation des énergies fossiles. Alors, et l'industrie, notamment la production d'acier et de ciment, mais ça reste une petite contribution dans le grand aplat vert foncé que vous avez en bas. On a ensuite en gris ce qui est lié au changement d'usage des sols, donc par exemple à la déforestation pour mettre en place de l'agriculture. Tout ça, ça va conduire à du déstockage du carbone qui était dans les sols vers l'atmosphère. Et puis en haut, vous voyez les autres gaz à effet de serre, notamment méthane et N2O, qui sont en grande partie liés aux pratiques agricoles et au cheptel. Donc vous le savez sans doute, je vous la fais très très courte sur les mécanismes de ce changement. À l'équilibre, la Terre reçoit son énergie du Soleil et cette énergie va être réémise et repartir vers l'espace. Aujourd'hui, on est en déséquilibre. Une partie de ce qui devrait repartir vers l'espace est captée par cet excédent de gaz à effet de serre. Et cet excédent de chaleur va en grande partie partir dans l'océan. C'est plus de 90% de l'excédent de chaleur qui est absorbé aujourd'hui par l'océan. Donc ici, vous voyez la séparation. Je vous ai montré les grandes barres qui sont derrière ce réchauffement climatique. Je ne vous l'ai pas détaillé, mais dans les paramètres de variabilité naturelle, on va avoir par exemple les fluctuations solaires ou le volcanisme. Et on a vu que ça n'expliquait en rien la tendance à l'augmentation de la température. Ici, ce que l'on voit, c'est le détail de ces gaz à effet de serre réchauffants et des composés qui vont refroidir l'atmosphère. Il faut retenir qu'il y a deux principaux gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane. Le CO2 qui a un effet cumulatif, c'est-à-dire que quand vous émettez une tonne de CO2, la moitié à peu près va être absorbée par l'océan et la végétation, mais l'autre partie va rester dans l'atmosphère et une partie va rester dans l'atmosphère pour des millénaires. Donc ça veut dire que même si on diminue nos émissions de CO2, tant qu'on émet, on continue de rajouter du réchauffement pour une très très longue durée. Le méthane, lui, c'est un composé qui reste qu'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Ensuite, il est consommé par la chimie de l'atmosphère. Et donc, ça a un effet important en termes de politique climatique, parce que si on réduit les émissions de méthane, même si elles n'arrivent pas à zéro, on réduit la seconde barre, celle qui est liée au réchauffement du méthane. Qui est lié au réchauffement du méthane. Le méthane, il produit aussi de l'ozone, qui est un gaz à effet de serre et un polluant très important. Donc réduire le méthane, c'est aussi avoir des bénéfices sur la santé qui vont être généralisés. Donc c'est aussi un point important dans la production d'hydrogène à partir de méthane. Donc derrière ces émissions dont je vous parlais, il y a deux points importants qui concernent la distribution très inégale des émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous ai dit, le CO2, il agit de manière cumulée.
Donc dans le réchauffement qu'on a aujourd'hui, c'est important de regarder le cumul des émissions par région. C'est ce que vous voyez à gauche. Donc tout ce qu'on a émis depuis 1850, vous voyez que dans ce cumul, l'Amérique du Nord et l'Europe représentent 41% des émissions. Donc on a dans les pays développés cette forte responsabilité vis-à-vis des pays en développement pour décarboner nos économies. Ce que vous voyez à droite, ce sont les émissions de gaz à effet de serre par personne et par région. Vous voyez la très grande disparité qui existe aujourd'hui, par exemple, entre l'Amérique du Nord qui est à 18 tonnes de CO2 par personne et par an. En Europe, on est proche de la moyenne et on voit qu'on a encore toute une partie du monde qui est très en dessous. En pratique, ce qu'indique le rapport du GIEC, c'est qu'on a 10% des ménages à l'empreinte la plus élevée qui représentent 40% des émissions mondiales, tandis que la moitié de la population de la planète représente moins de 15% des émissions mondiales. Donc on a cette très très forte disparité en termes de participation aux causes. On va voir que c'est également le cas en termes de conséquences. Donc pour comprendre les conséquences, les impacts dont je vous parlais tout à l'heure ou les risques s'agissant du futur, il faut d'une part caractériser les aléas, donc les changements physiques qui vont intervenir, le fait que ces aléas vont intervenir sur une population ou sur un écosystème. Si vous avez un cyclone sur un endroit désertique, ça va évidemment pas avoir les mêmes conséquences que si ça arrive sur une grande ville ou sur une île très habitée. Et derrière, la conséquence que ça va avoir va dépendre de la vulnérabilité de la population ou des écosystèmes. Vous le savez, les écosystèmes, ils subissent beaucoup d'autres pressions. Le changement climatique n'est pas la principale, donc ils sont déjà fragilisés. Et pour les populations, ça va être pareil. Quand vous avez un aléa qui se produit dans une zone qui est très vulnérable, vous allez avoir 15 fois plus de victimes que quand c'est dans une zone qui est moins vulnérable au changement enfin, qui est moins vulnérable, pas seulement au changement climatique. Donc ce que montre le rapport du GIEC, c'est qu'on a de nombreux pays, donc chaque rond ici c'est un pays qui est représenté en fonction de l'indice de vulnérabilité du pays et des émissions par personne. On voit sur la gauche qu'on a de nombreux pays qui sont très vulnérables au changement climatique, mais qui participent très peu en termes d'émissions par personne. Donc on arrive à cette conclusion que les communautés vulnérables, qui sont les moins contributrices, sont affectées de manière disproportionnée. Alors derrière ces ronds par pays, il faut comprendre que même dans les pays de faible vulnérabilité, il y a toujours des poches de population qui... Alors je ne sais pas pourquoi... j'ai dû appuyer sur... Pardon. Il y a toujours des poches de population qui, elles, sont vulnérables parce qu'elles ont moins accès aux services sociaux, par exemple. Elles sont moins ancrées dans la vie de la cité et elles vont, de fait, être plus vulnérables. Donc, même dans les pays riches ou les pays moins vulnérables, on a ces poches de vulnérabilité. Donc, le GIEC estime que c'est plus de 3 milliards de personnes, aujourd'hui, qui sont dans des contextes de grande vulnérabilité face au changement climatique. Donc, ça va être soit des gens dont le moyen de subsistance dépend du climat, par exemple, qui mènent une agriculture de proximité. C'est le cas dans de nombreux pays en développement où ils dépendent d'une agriculture qui mènent eux-mêmes. C'est le cas aussi dans les pays qui ont une structure organisationnelle, une gouvernance qui est faible ou qui n'ont pas, en général, ça va de pair, de système de mutualisation des risques, d'assurance, de choses de ce genre-là. Donc si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Libye à la rentrée, on a eu de très très fortes précipitations sur un pays qui était déjà fragilisé, où sans doute les infrastructures n'étaient pas correctement entretenues. Ça a conduit à des inondations massives et derrière, il n'y avait pas forcément la gouvernance qui permet d'aider la population à sortir de cette catastrophe. Donc c'est l'aléa et la vulnérabilité qui vont définir in fine le nombre de victimes. Donc on va maintenant regarder les différents futurs possibles. Donc le premier point important à comprendre, c'est qu'on peut, du point de vue physique, on peut stabiliser la température du réchauffement mondial. Du point de vue purement théorique, on pourrait stabiliser la température aujourd'hui à 1,15 degré si on arrivait à des émissions de CO2 qui soient nulles.
Donc soit, alors on dit net zéro, c'est-à-dire soit plus d'émissions, soit plus vraisemblablement des petites émissions compensées par des émissions négatives. Et qu'en même temps on réduise les autres gaz à effet de serre dont je vous parlais, N2O, méthane. Donc il y a une possibilité de stabiliser la température. On n'a pas d'effet rebond lié, par exemple, à l'inertie océanique. L'autre point qu'on peut démontrer à partir des observations passées et des projections futures, c'est cette relation relativement simple qui existe entre le niveau d'élévation de la température mondiale et la quantité de CO2 cumulée depuis la révolution industrielle. Donc c'est cette relation que vous voyez qui permet de définir les budgets carbone résiduels qui sont ce qui est utilisé notamment dans les négociations des COP. Et donc c'est ce qui est repris dans le rapport de synthèse ici, où vous voyez au-dessus, donc la grande barre, c'est ce que l'on a émis collectivement depuis 1850. On a émis de l'ordre de 2400 milliards de tonnes de CO2. Et puis vous pouvez voir sur la partie droite différentes quantités qui correspondent à ce que l'on peut encore émettre avant de dépasser certains seuils de température. Alors ce que dit l'accord de Paris, ce dans quoi les États se sont engagés en signant l'accord de Paris, c'est tout faire pour limiter le réchauffement à l'échelle de ce siècle en dessous de 2 degrés et tout faire même pour rester à proximité de 1,5 degré de réchauffement. Donc à partir de cette courbe, nous on est en capacité de dire du coup qu'est-ce qu'on peut encore rajouter avant de dépasser ces seuils. Donc les 3 barres que vous voyez en haut à droite, c'est la première pour ne pas dépasser 1,5, la seconde pour ne pas dépasser 2 degrés, et la troisième, c'est pour se laisser un peu plus de chance encore de ne pas dépasser 2 degrés, sachant que, vous le voyez en bas, il y a évidemment une incertitude sur ces budgets carbone restants. Ce que montre le rapport du GIEC du groupe 3, c'est qu'en pratique, si on utilise les infrastructures qui utilisent des fossiles jusqu'à leur terme, donc la durée pour laquelle elles ont été construites, on préempte non seulement l'ensemble de budget pour 1,5 degré, mais on entame déjà une partie du budget significative pour rester en dessous de 2 degrés, et plus encore si on prend les infrastructures existantes et prévues. Donc ces infrastructures, ça va être aussi bien des usines qui permettent de fabriquer de l'électricité à partir de charbon que nos véhicules thermiques, même si bien sûr c'est dans une moindre mesure pour les véhicules thermiques, mais c'est simplement pour vous montrer la nécessité qu'il y a à changer de paradigme dans la construction d'infrastructures et voire même d'accepter que certaines infrastructures n'iront pas à leur terme si on veut rester dans le cadre de l'accord de Paris. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on peut dire peut-être plus théorique. Pour regarder vraiment ce qui peut se passer à l'avenir, on a besoin d'utiliser des scénarios. Donc ces scénarios, ça va être des grands jeux d'hypothèses socio-économiques au départ et de narratives. Donc par exemple, quelle va être l'évolution de la population mondiale? Quelles vont être les grandes lignes géopolitiques qui vont se dessiner? Est-ce qu'on va être dans un monde plutôt de rivalité ou au contraire d'entraide entre les pays avec du partage de technologies? De ces différentes hypothèses socio-économiques, on peut déduire, les économistes peuvent déduire quelles peuvent être les projections de gaz à effet de serre correspondantes derrière. Et nous, ensuite, on peut utiliser des modèles climatiques et d'autres types d'informations pour projeter quels vont être les changements de température et d'autres variables climatiques. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc sur la gauche, vous avez 5 grands scénarios, 5 grandes projections d'émissions de gaz à effet de serre dont on pense que ça couvre la gamme des possibles. Et à droite, vous avez les conséquences en termes de température. Donc le premier point déjà, c'est que même en étant le plus optimiste possible et en faisant le maximum pour décarboner au sens large, donc en incluant aussi les autres gaz à effet de serre que le CO2, même en faisant tous les efforts possibles pour décarboner, on n'arrive pas à net zéro avant 2050. Et donc ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas à net zéro, on rajoute du réchauffement dans l'atmosphère, on continue d'émettre des quantités nettes de CO2 positives. Et c'est ce qui fait que même dans le scénario le plus favorable, on continue d'avoir un réchauffement qui se poursuit pendant encore au moins jusqu'en 2050, qui va s'aggraver jusqu'en 2050.
Mais on voit néanmoins qu'après 2050, on a des choses qui vont être très très différentes suivant qu'on sera sur une trajectoire ou sur une autre, avec des niveaux de réchauffement qui peuvent dépasser même 3,5-4 degrés dans les cas les plus, avec les émissions les plus élevées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce réchauffement va se poursuivre et s'aggraver, qu'on va vraisemblablement dépasser la cible de 1,5 degré au début de la prochaine décennie. Par contre, ce qui se passera au-delà de 2050 dépend vraiment de notre capacité à, dès aujourd'hui, commencer à amorcer cette descente en termes d'émissions de CO2. Donc, même si ce changement va se poursuivre et s'aggraver, ce qui se passe ensuite dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place de manière massive dès aujourd'hui. Non, juste un point. Donc là, moi, je vous parle de 5 scénarios qui sont ceux qui ont été beaucoup utilisés par les physiciens. Derrière, les économistes, eux, ils développent des milliers de scénarios dont ils vont regarder pour chacun s'il est compatible avec tel ou tel niveau de température. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas... Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas un scénario, une trajectoire qui est compatible avec tel objectif de température. Il y a plein de mondes possibles qui vont être compatibles avec tel ou tel objectif de température. Alors on voit par contre que pour rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés, il y a quand même beaucoup plus de scénarios qui nous font passer au-dessus que de scénarios qui nous font passer en dessous. Mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste 5 scénarios et qu'on doit les suivre stricto sensu. Il y a différentes options autour. Un point important, c'est la manière dont ça se place dans un panorama plus large d'évolution des climats de la Terre. Donc ce que vous voyez dans l'encadré, c'est l'évolution de cette température entre 1850 et 2100 avec différents scénarios possibles. Et vous voyez comment ça se place par rapport à ce qu'on peut reconstruire sur les températures sur plus de 65 millions d'années. Vous voyez que si on atteint des températures qui dépassent 2,5 degrés de réchauffement mondial, ce sera des températures qui n'ont pas été vues sur Terre depuis plus de 2 millions d'années, donc bien avant l'apparition du genre Homo. Donc c'est vraiment à la fois l'amplitude des températures, mais aussi la vitesse à laquelle on est en train d'imposer ce changement, à la fois pour la végétation, la biosphère et pour nos sociétés, qui est aujourd'hui extrêmement inquiétante. Vous avez sans doute vu ce graphique qui représente la même chose que ce que je vous ai montré avant pour l'évolution des températures à la fois passées et futures, mais représenté un petit peu différemment, et ça a été beaucoup repris dans les journaux. C'est un graphique qui permet aussi de faire apparaître la dette générationnelle qui peut exister avec des climats pour les générations futures, pour les enfants qui naissent aujourd'hui, qui vont vraiment dépendre de décisions qui sont prises maintenant et qui vont vraiment venir impacter très fortement leur vie au-delà de 2050 en termes d'éventail de situations possibles. Donc derrière ces objectifs 1,5 degrés que vous entendez beaucoup, qui sont très pratiques pour les négociations internationales, évidemment se cachent beaucoup des choses qui sont beaucoup plus prononcées aux échelles régionales. Donc d'ores et déjà, avec le réchauffement de 1,1 degré en moyenne mondiale, on a des réponses qui sont plus fortes sur les continents que sur les océans. On est à 1,7 degré de réchauffement sur les continents. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va passer différents niveaux de réchauffement, on va avoir une aggravation à la fois des changements moyens, donc ici de température et de précipitation, mais on va également avoir une aggravation des différents extrêmes dont j'ai pu vous parler. Et cette aggravation, elle n'est pas forcément proportionnelle à la différence sur la moyenne mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement, ça ne veut pas dire que vous élevez vos températures locales et par exemple pour les extrêmes chauds de 0,5 degrés. La différence peut être beaucoup plus importante et c'est le cas pour de nombreux extrêmes. En fait, la réponse n'est pas linéairement corrélée avec le niveau de réchauffement. Donc,
Un point important en termes de conséquences, on voit ici en termes de conséquences pour la santé comment le passage de différents niveaux de réchauffement va venir modifier le nombre de jours par an où on a des conditions extérieures de température et d'humidité qui sont dangereuses pour notre physiologie. On voit que déjà à 1,7, 2,3 degrés, on augmente significativement le nombre de jours qui sont comme ça dangereux pour notre physiologie. On voit par exemple qu'on se retrouve rapidement avec plus de 2 mois par an où on a des conditions qui sont dangereuses, même simplement pour la côte est américaine, mais évidemment plus encore dans toute la zone tropicale où là on peut se retrouver pour des zones qui sont très très grandes avec près de 300 jours par an où on a des conditions extérieures qui sont dangereuses pour notre physiologie. Donc ça veut dire des difficultés pour mener l'agriculture, pour mener l'ensemble des métiers qui se font à l'extérieur. On peut diminuer l'impact de ces changements, par exemple en investissant dans les systèmes de santé, mais même en faisant ces mesures d'adaptation, on ne peut pas repousser complètement, on ne peut pas revenir au même risque que si on n'avait pas ce réchauffement climatique en cours. Donc cette pression qui va s'exercer de plus en plus fortement sur nos sociétés, elle va aussi s'exercer de plus en plus fortement sur les écosystèmes. Ici, ce que vous voyez, c'est la proportion d'espèces qui se retrouvent exposées à des conditions de température potentiellement dangereuses. Alors, ce sont des modèles dans lesquels on n'a pas de migration possible des espèces, ni d'adaptation de ces espèces, mais ça donne une indication de la très forte pression qui est mise, en particulier sur tous les écosystèmes tropicaux, avec ce réchauffement qui s'aggrave. Derrière, je ne vais pas vous le détailler, ça veut aussi dire des conséquences pour la production alimentaire. Et puis un point important derrière à retenir, c'est en termes... Donc je vous ai dit qu'on pouvait stabiliser la température. C'est un des paramètres qu'on peut stabiliser, mais derrière, il y a des changements qu'on a enclenchés qui, eux, sont irréversibles. C'est le cas de tous les changements, par exemple, qui concernent les océans. Donc, c'est irréversible aux échelles de temps humaines. Donc, ça veut dire que même si on arrive à un moment donné à stabiliser la température, on va avoir une poursuite de la montée du niveau des mers. C'est ce qui est illustré ici. Mais néanmoins, on voit que suivant le scénario sur lequel on sera, suivant qu'on aura réussi ou pas à infléchir les émissions, la vitesse de cette montée du niveau des mers va pas être la même, ce qui veut dire derrière que la mise en place de solutions d'adaptation va être rendue plus ou moins facile ou difficile en fonction de cette vitesse du niveau des mers. La montée du niveau des mers, c'est pas seulement les risques de submersion dont je vous ai parlé au départ, c'est aussi, là encore, des risques en cascade, avec par exemple des problèmes de salinisation des eaux souterraines qui peuvent même s'exercer assez loin des côtes. C'est aussi des problèmes d'écosystèmes côtiers qui aujourd'hui étaient des puits de carbone. Et en fait, on estime que d'ici 2050, c'est plus d'1 milliard de personnes qui seront exposées sur les littoraux à ces risques associés à la montée du niveau des mers. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut mettre en place une planification de long terme pour réduire ces risques, sachant qu'il y a différentes mesures d'adaptation qui peuvent exister. C'est ce que vous voyez en bas. Ces mesures d'adaptation, ça va aller de la restauration des écosystèmes côtiers à des choses en dur beaucoup plus massives, par exemple la construction de digues ou la relocalisation de populations, qui évidemment n'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Donc c'est ce que vous voyez dans la partie hachurée des graphiques. Vous avez un temps de mise en place des solutions qui va être variable, mais un temps d'efficacité derrière de ces solutions qui va aussi être variable. Et donc la planification, c'est prendre en compte à la fois ce temps d'implémentation et la durée de vie des installations qui vont être mises en place. Également aussi les effets sociétaux avec le fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus de maladaptation, c'est-à-dire de l'adaptation qu'on fait tout de suite parce qu'on a eu une crise, donc on se dit on va répondre à l'angoisse de la population en mettant en place quelque chose, mais derrière ça va aggraver par exemple le réchauffement climatique ou ça va aggraver la vulnérabilité des populations.
Donc pourquoi et comment accélérer l'action? Donc pourquoi on a vu aujourd'hui, je voulais exposer les limites géophysiques qui peuvent exister avec les budgets carbone restants, les limites en termes de changements irréversibles enclenchés, les limites physiologiques, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des mesures d'adaptation, mais notre physiologie et la physiologie animale sont ce qu'elles sont et on ne peut pas limiter indéfiniment les impacts du changement climatique. Et puis des limites dures à l'adaptation. L'adaptation ne permettra pas de prévenir toutes les pertes et dommages et on a déjà aujourd'hui des pertes et dommages importantes sur certains écosystèmes notamment ou pour certaines populations, certaines cultures aussi qui sont mises en péril par ce réchauffement. On a malgré tout une montée en puissance de l'action pour lutter contre le réchauffement climatique. On a plus de 18 pays dans le monde qui ont des baisses d'émissions continues. Donc on fait partie de ces pays. C'est grosso modo essentiellement des pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis qui ont ces baisses d'émissions. On a plus de la moitié des émissions mondiales qui sont dans le périmètre de politique publique, donc sur lesquelles on peut agir. Et on a déjà des effets de ces politiques qui permettent d'économiser, qui ont permis déjà d'éviter plusieurs milliards de tonnes de CO2. Donc on a une action climatique qui progresse, on a des énergies renouvelables qui ont atteint aujourd'hui des coûts très très bas et dont le prix a baissé beaucoup plus vite que ce qui était anticipé. On a des retours aussi sur des politiques qui sont menées, qui sont acceptables et qui permettent vraiment des économies. Et on commence à avoir des progrès dans l'adaptation. Néanmoins, je vous le disais, pour l'adaptation, on a beaucoup d'exemples aussi dans le monde de maladaptation et on peut montrer aussi qu'on a des flux financiers qui sont très insuffisants pour l'atténuation, pour l'adaptation. C'est d'ailleurs ce qui va beaucoup faire l'enjeu des discussions des COP de la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'on doit accélérer l'action? Parce que pour être sur ces trajectoires à 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement, il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre suivent les courbes qui sont en bleu ou en vert ici en haut. Aujourd'hui, quand on regarde les promesses, les engagements qui sont faits par les pays, donc c'est ce qui est représenté par la petite barre grise, les Nationally Determined Contributions, qui sont ce qui est discuté dans les COP, on voit que les engagements des pays ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait en termes de baisse déjà amorcée d'émissions. Et si on regarde vraiment ce qui est implémenté dans le droit des pays, et donc qui permet effectivement de limiter les émissions, on voit aussi qu'on est vraiment en haut de la fourchette et donc il y a aussi un gap entre ce qui est promis et ce qui est vraiment implémenté en termes de réglementation et de politique publique. Donc on a ces deux gaps à résoudre et plus on tarde en fait à limiter les émissions de gaz à effet de serre, plus à un moment donné ça veut dire un recours à des émissions négatives et ça c'est quelque chose qui est très incertain en termes de faisabilité, de déploiement et qui pose aussi de nombreuses questions éthiques derrière. Donc il faut retenir qu'il n'y a pas que les trajectoires de décarbonation, la vitesse à laquelle ça doit se faire vont dépendre des secteurs. Il n'y a pas une trajectoire unique pour tous. Et évidemment, quand ça demande de modifier des infrastructures et des infrastructures lourdes, notamment dans l'industrie, ça va demander plus de temps que pour certaines autres diminutions, comme l'arrêt de la déforestation. Et à chaque fois, il y a plusieurs scénarios possibles. Il n'y a pas quelque chose de plaqué pour tous. Les rapports du groupe 2 et du groupe 3 permettent d'analyser les leviers d'action, que ce soit pour l'adaptation ou que ce soit pour l'atténuation. Ils permettent de montrer que le gisement qu'on a aujourd'hui de déploiement de solutions d'atténuation, donc pour limiter nos gaz à effet de serre, ça permettrait de diminuer d'un facteur 2 les émissions d'ici à 2030. Donc ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on manque de solutions que les émissions ne diminuent pas, c'est parce que c'est difficile à implémenter du point de vue politique. Donc il n'y a pas que avoir une solution technologique ou une solution même quand elle n'est pas technologique qui permet de résoudre le problème. C'est évidemment plus compliqué que ça. Donc on a des solutions d'adaptation et d'atténuation qui sont identifiées aussi bien dans le domaine des énergies, de la production de l'alimentation, de l'industrie, c'est ce qu'on voit en bas à droite, et de la manière dont on construit les villes et les infrastructures. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces secteurs qu'il faut agir et c'est vraiment des transformations de fond qui vont permettre de limiter les gaz à effet de serre. Un point important, c'est que
au-delà de la mise en place de ces solutions, il y a une vraie maîtrise de la demande qui est aujourd'hui indispensable et qui peut permettre, si on joue sur l'efficacité et sur la sobriété, de diminuer de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Donc ça passe par des politiques publiques qui doivent permettre aux gens de faire les bons choix, donc de maîtriser cette demande. Et derrière, il y a énormément de co-bénéfices pour la santé si on arrive à mettre en place ces styles de vie bas carbone, avec des bénéfices en termes de qualité de l'air, en termes aussi de santé liée à la mobilité active et à la modification de notre alimentation avec moins de protéines animales. Peut-être juste 2 derniers petits points pour finir. Le premier point, et c'est quelque chose que vous allez aborder dans la manière dont vous allez questionner l'hydrogène, c'est les enjeux très différenciés de développement soutenable entre les différentes régions du monde. Vous voyez ici à droite, dans les bulles bleues, les émissions par personne dans les pays développés en regard de l'indice de développement humain. Donc l'indice de développement humain, ça combine à la fois les richesses, donc le PIB, mais également l'accès à l'éducation et l'accès à la santé, puisqu'on a l'espérance de vie dedans. Vous voyez que entre les pays développés, il peut y avoir des très grandes différences d'émissions par personne pour un indice de développement humain qui est le même. Donc c'est pas plus on émet, plus on a une population qui a accès à ce développement. Donc l'enjeu pour les bulles en bleu, c'est vraiment de redescendre en termes d'émissions par personne tout en conservant un indice de développement humain qui a été atteint, tandis qu'on a toute une partie du monde, et en particulier les pays dans les bulles grises, pour lesquels l'enjeu, c'est vraiment d'accéder à des modes de vie décents, d'augmenter leur indice de développement humain et d'accéder parfois à des éléments aussi basiques qu'une eau propre ou un accès à une quantité d'énergie qui leur permettent de vivre décemment. Donc il y a vraiment des enjeux très différenciés avec aussi cette responsabilité historique dont je vous parlais au départ. Et puis le dernier point, c'est aussi que le GIEC analyse les modes de gouvernance et les conditions qui permettent d'être sur ces trajectoires qui soient soutenables, donc du point de vue socio-économique et du point de vue environnemental. Elle montre combien dans chaque prise de décision, il est nécessaire d'intégrer aussi bien la vision à long terme du réchauffement qui va s'aggraver pour certains paramètres et qui nécessite du coup de mettre en place des choses et des infrastructures qui soient adaptées par rapport à ce réchauffement qui se poursuit, mais également des choix qui permettent de limiter les émissions à court et long terme. Dans chaque choix, vous engagez des choses qui vont verrouiller d'autres choix pour l'avenir. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur vos choix et vous fermer parfois la porte à des choix qui auraient été plus positifs pour la société, mais quand vous construisez des infrastructures, que ce soit de transport, des industries, ce genre de choses, ça engage le futur, ça engage les générations d'après, tout comme nous-mêmes, nous héritons d'infrastructures dont les choix ont été faits jusqu'à présent sans tenir compte de ce changement climatique. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces enjeux aussi d'équité qui sont extrêmement importants à prendre en compte dans la décision, et il me semble que c'est la manière dont vous allez aussi réfléchir le problème autour de l'hydrogène. Voilà. Merci infiniment. Je pense que ces applaudissements s'adressent à la clarté de votre exposé plutôt qu'à son contenu qui ne nous apporte pas que des bonnes nouvelles. En tout cas, merci, c'était effectivement extrêmement clair. N'empêche que je suis sûr que tout ça génère des questions. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez une petite dizaine de minutes par petit groupe de 4 ou 5, déterminer la question que vous souhaiteriez poser à Sophie Sopa tout à l'heure. Et donc, à 10h30, on vous pose des questions qui seront comme ça des questions plus collectives qu'individuelles, ce qui va commencer à permettre aux membres de la Convention de réfléchir collectivement. Allez, on va redémarrer. Est-ce que celles et ceux qui sont sortis veulent bien revenir et retrouver leur place? Bon. Tout le monde est rentré?
Bon. Allez, on y va. Alors, avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions ? S'il vous plaît. Alors, avez-vous des questions ? Oui. On va essayer de vous passer un micro pour que tout le monde vous entende bien. Merci même si c'est pas forcément une question personnelle, normalement c'est une question collective, merci quand même à chaque fois que vous prenez la parole de redire votre prénom. Bonjour, Emmanuel. Merci beaucoup pour votre présentation, Sophie. J'avais une question, vous parlez des solutions et il me semble vous avoir entendu dire donc, que les solutions existaient déjà et j'en comprends qu'il n'y a pas besoin d'innovation technologique. Non, c'était les solutions d'ici qui sont déployables dès aujourd'hui pour faire diminuer les émissions d'ici à 2030. Après, pour arriver à net zéro, là, c'est une autre affaire et on a besoin encore de recherche. On a besoin aussi de recherche même sur les solutions qui existent elles-mêmes, par exemple sur la dépollution, sur le retraitement des batteries. Donc, on a besoin de continuer la recherche pour aussi, par exemple, produire des matériaux plastiques utilisant moins de carbone fossile. Il y a énormément d'enjeux de recherche aujourd'hui ou de technologies qui sont presque matures, mais pas complètement, et pour lesquelles il y a une phase de démonstration de la capacité à déployer. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tout. Ça veut juste dire que même quand on a, après, il y a une complexité à déployer les choses, à changer aussi certaines industries ou changer quand ça demande des changements de la demande aussi. Donc c'est pas simplement on a une technologie et c'est miraculeux et c'est pas toujours la meilleure technologie ou en tout cas la plus pertinente pour le climat qui va prendre le dessus et se déployer. Donc ce sont des choses qu'il faut intégrer dans votre réflexion. Mais en aucun cas on a tout pour arriver à net zéro. Aujourd'hui c'est évidemment pas le cas. Bon, bien essayé, mais c'est pas maintenant que vous allez arrêter d'étudier. Hein. Ouais. Bonjour, je m'appelle Noé. J'avais une petite question. Enfin, on avait une question sur Vous nous avez dit que si demain on était à net zéro et qu'on arrêtait complètement d'émettre, le climat resterait à plus 1,15 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais j'avais cru lire et on en a discuté. J'étais pas le seul dans mon groupe qu'il y avait certains points de bascule qui auraient potentiellement été atteints et avec le franchissement de ces points de bascule, par exemple, ça provoquerait la fonte de certaines zones en Sibérie, le permafrost, enfin j'ai un doute sur les noms, et que la fonte de ces zones contribuerait à la libération de gaz qui sont emprisonnés depuis des millions d'années, et avec la libération de ces gaz additionnels à effet de serre, ça continuerait à réchauffer le climat et il y aurait potentiellement un emballement et qu'en fait voilà, en franchissant ces points, le climat continuerait à se réchauffer même si on arrêtait d'émettre demain matin. Alors, il y a plusieurs parties dans la question. La première, c'est ce qu'on peut stabiliser, c'est la température. Je vous ai dit, il y a des choses qui vont pas être stabilisées ou qui mettent un certain temps à se stabiliser. Par exemple, les glaciers sont pas en équilibre immédiat avec la température. Donc, même si on stabilise la température, les glaciers, les pergélisols vont continuer à fondre ou dégeler. Donc, c'est seulement la température qu'on peut stabiliser. Derrière, effectivement, les pergélisols relarguent du carbone, du CO2 et du méthane. C'est quelque chose où même à l'échelle de ce siècle, même dans le pire des scénarios, on a une augmentation de ces émissions. On n'a pas d'emballement, on ne se met pas à avoir tellement de quantité de méthane que d'un coup on aurait pu cette réponse linéaire de la température aux émissions cumulées. Ce que l'on voit avec les modèles qui ne sont pas parfaits, loin de là, c'est qu'à l'échelle de ce siècle, on n'a pas d'emballement, mais on ne peut pas complètement exclure qu'il y ait des choses qui soient
trop mal représentés dans nos modèles et qui derrière génèrent de l'emballement. On a par exemple du mal à représenter la fonte de la cryosphère, ce qui se passe par exemple avec une partie de l'Antarctique de l'Ouest, parce qu'on n'a pas suffisamment d'observations et parce que c'est très difficile à le représenter physiquement dans les modèles. Donc il y a des choses qui sont de très faible probabilité, mais qui auraient un très fort impact, et on ne peut pas complètement l'exclure. Néanmoins, je pense que le tableau que je vous ai dressé est déjà bien assez inquiétant comme ça, sans se focaliser sur des choses qui pourraient se passer, mais qui sont très incertaines. Donc, c'est important pour l'adaptation d'avoir en tête que ça peut se passer, et du coup de construire des choses, par exemple, sur les littoraux qui soient adaptés au pire, parce que si ça se passe derrière, il y a des cascades d'effets, mais il ne faut pas non plus vous dire on est dans une situation d'emballement qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui vraisemblablement n'est pas le cas à l'échelle du siècle. Après, il y a des choses, la réponse par exemple de la végétation, la mortalité des arbres face aux sécheresses, au changement climatique, c'est des choses qui sont très difficiles à modéliser. Donc c'est pour ça que la relation linéaire CO2 réchauffement, on la représente jusqu'en 2050. Après, on ne le représente pas parce qu'on entre dans un domaine très incertain. Plus on va réchauffer, plus on va être dans un monde très incertain par rapport à ce qu'on a représenté dans les modèles physiques. Merci. Il y avait une question par là-bas. Merci. Bon, d'abord, merci pour votre présentation, elle était très claire et limpide. Donc, 2 questions, juste je reviens sur ce qu'a dit mon camarade à la question précédente. Vous nous avez dit que le système climatique n'était pas inertiel, alors, enfin, on nous a appris en tout cas dans beaucoup de cours qu'il l'était, vis-à-vis de la température surtout. Le reste, oui, évidemment, c'est inertiel. Et la deuxième question, c'est peut-on assurer un monde avec des risques climatiques aussi importants ? Alors pour ce qui est de l'inertie, en fait, on a longtemps pensé que effectivement, si on stabilisait, si on n'émettait plus, on aurait une partie de l'énergie emmagasinée par l'océan qui repartirait vers l'atmosphère, et du coup qu'on aurait un petit effet un effet rebond derrière. En pratique, si on arrête d'émettre, on a les puits de carbone, et notamment de la végétation, qui continuent d'absorber une partie du CO2. Donc on a une baisse de la concentration du CO2 qui vient compenser le fait que l'océan remet un peu de chaleur dans l'atmosphère. C'est maintenant qu'on a des modèles depuis quelques années avec le cycle du carbone complet qu'on peut avoir ces deux effets modélisés en même temps, et qu'on pense qu'on a une stabilisation à l'équilibre qui est proche de la température transitoire qui est celle qu'on observe hors équilibre, puisqu'on continue de rajouter du CO2. Et il y avait une deuxième question. Oui, la deuxième question, le monde assurable. Déjà aujourd'hui, vous avez des régions du monde en Floride où ça devient particulièrement prohibitif d'assurer sa maison. Il y a déjà des endroits qui ne sont plus assurables, en plus du fait qu'il y a déjà des endroits qui de toute façon n'avaient pas ces systèmes d'assurance. Donc des régions qui sont plus assurables, il y en a déjà. Évidemment, c'est quelque chose qui va augmenter avec cette occurrence de plus en plus fréquente d'aléas climatiques. On a déjà, même en France, on sait que l'augmentation des catastrophes naturelles va significativement augmenter le coût des dommages et pose des vraies questions en termes d'assurance, et derrière, du coup, des vraies questions du point de vue de ce qui nous lie socialement aussi, si on mutualise ou pas les risques, ou si on accepte que ceux qui ont la malchance de tout perdre, tant pis pour eux, et il n'y a pas d'organisation sociale qui permet de mutualiser le risque. Donc c'est vraiment un enjeu de société majeur d'avoir ce risque de perte de mutualisation du risque. Merci. Oui. Bonjour, Pauline Lang. Alors j'ai relevé sur votre présentation que les leviers d'action qui garantissent un futur durable, donc c'est un levier d'une part technologique et d'autre part la maîtrise de la demande. Donc la question c'est la suivante, c'est dans quelle mesure le développement des technologies est-il compatible avec un objectif de sobriété pour réduire les émissions de CO2 ?
avez la 2 question minutes. est vaste. Il n'y a pas de réponse, c'est jamais blanc ou noir. Déjà, dans les technologies que je vous ai montrées, et le rapport insiste beaucoup là-dessus, que ce soit les technologies d'atténuation ou d'adaptation, ce qui est pertinent à un endroit ne va pas nécessairement l'être à l'autre, et ça va dépendre de la structure déjà industrielle, sociale, où on veut implémenter ces différentes technologies. Vous avez vu que d'ores et déjà, les technologies ne profitent pas forcément à tous sur cette planète. Donc il n'y a pas une réponse simple sur... voilà, les technologies, elles permettent aussi d'apporter du développement sur certains aspects. Donc chaque technologie doit être questionnée en termes de ce qu'elle apporte à la société et les risques qu'il va y avoir derrière. Il y a toujours des risques ou des impacts associés dans toute technologie. Donc vous pourrez trouver dans le résumé pour décideurs du groupe 3, à la fin aussi, une analyse pour chacun des leviers d'action que je vous ai montrés des synergies ou des antagonismes entre ce levier d'action et les 17 objectifs de développement durable, si tant est qu'il y ait de la littérature. Il n'y a pas toujours suffisamment, il y a des points qui restent blancs parce que simplement il n'y a pas suffisamment de littérature qui vient documenter les synergies ou les risques liés au déploiement de telle ou telle technologie. Et le groupe 2 a fait la même chose sur les technologies d'adaptation. C'est une très bonne manière pour vous de vous familiariser aussi dans la manière dont c'est décrit. Donc vous avez un tableau et à chaque fois tout est traçable dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire qu'en dessous vous allez pouvoir voir à quel chapitre ça fait référence, et dans le chapitre vous pouvez voir comment ils analysent la littérature, et vous pouvez même retourner à la littérature scientifique. C'est évidemment le prisme au travers duquel vous devez interroger cette technologie. C'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, à qui, pour combien de temps, quels sont les impacts, pour qui et pour combien de temps. Mais après, il n'y a jamais rien d'idéal. Donc la manière dont le politique va venir arbitrer in fine va dépendre de l'ensemble de ces effets à court, moyen et long terme. En général, plutôt à court terme aujourd'hui dans les choix politiques. Mais c'est tous ces éléments que vous devez amener sur la table pour que le politique derrière puisse prendre sa décision en ayant en vue l'ensemble de ses conséquences. Merci. Oui. Alors, allez-y, et puis après on ira au fond. Oui. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, vous avez évoqué au début de votre présentation des émissions négatives qui contrebalancent les émissions positives. Et donc, on se demandait dans quelle mesure ces émissions négatives jouent un rôle dans les stratégies d'atténuation, et aussi quels seraient les effets cachés de ces émissions. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'émissions négatives. Aujourd'hui, quand on vous propose de compenser vos émissions carbone, posez-vous des questions sur la manière dont c'est fait. Mais il n'y a pas, dans les différents scénarios qui permettent de rester dans cette limite politique qui était fixée de 1,5 degré, tous ont recours à un moment donné à des émissions négatives pour venir compenser le reste d'émissions. Ils y ont plus ou moins recours, ils y ont beaucoup recours dans le cadre du scénario à 1,5 degré. À 2 degrés, on peut se passer au moins au départ en grande partie de ces émissions négatives. Ce qui est envisagé pour ces émissions négatives en grande partie dans les modèles économiques, ça va être l'usage de bioénergie. Donc on fait croître de la végétation qui va récupérer du carbone atmosphérique, et quand on va brûler cette végétation, on va récupérer le carbone et l'enfouir dans le sol. Donc ça, c'est une des grosses méthodologies. Ça pose des questions puisque pour avoir ces bioénergies, ça veut dire qu'on va utiliser des surfaces qui potentiellement servaient à fournir de l'alimentation, ou des surfaces qui étaient des réserves de biodiversité. Et puis, on peut imaginer que ça va être plus dans des pays, notamment de la bande tropicale. Donc, il y a un problème aussi de risque de préemption de terre pour soutenir nos modèles de développement dans des pays en développement. Donc, ça pose des questions éthiques de ce point de vue-là.
Dans les autres méthodologies envisagées, il y a la forestation, reforestation, donc planter des forêts là où on a déforesté ou là où il n'y avait pas de forêt jusqu'à où il n'y a pas eu de forêt mais où on envisage d'en mettre. Là aussi, ça pose des soucis sur la forestation en particulier, sur le risque de disparition de certains écosystèmes si l'objectif est à tout prix de mettre des forêts pour stocker du carbone. Donc c'est les deux grandes méthodologies qui sont envisagées dans les modèles aujourd'hui. Dans les modèles, c'est assez facile c'est un bouton assez facile, c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie et ça pose des vraies questions dans le monde réel. Merci. À nous. Merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question, parce que étant donné qu'on fait une convention sur l'hydrogène, j'aurais voulu connaître votre point de vue sur l'hydrogène et si vous pensez que ça permettrait d'atteindre, par exemple, l'objectif de 1,5 degré. Voilà. Quand je vous dis qu'ils ont un esprit très pratique, en réalité. Alors, sur l'hydrogène, au début, je me suis donné l'ambition aussi de vous parler de l'hydrogène. Et puis, j'ai cherché hydrogène dans le rapport du groupe 3. Ça apparaissait à 282, sur 282 endroits, il me semble, du rapport. Et je me suis lassée et je me suis dit, non, l'hydrogène, ils vont le voir en long, en large et en travers. En plus, j'y connais rien. Donc, je vous laisse aller... En plus des auditions que vous allez avoir des différents spécialistes, vous pouvez aussi aller regarder ce qui est dit sur l'hydrogène dans le rapport du groupe 3. Ça vous permet aussi d'avoir autre chose qu'un avis, puisque vous me demandez mon avis. Moi, j'essaie c'est pas de pas avoir d'avis, mais en tout cas de vous retranscrire ce qui est un avis collectif obtenu dans le cadre de ces travaux du GIEC, tout comme là vous allez travailler en échangeant pour aboutir à quelque chose qui est collectif et dont on peut espérer qu'au vu de votre diversité, il soit le moins biaisé possible. C'est le travail qu'on essaie de mener dans le GIEC en ayant des experts qui viennent de tous les continents et qui ont des cultures et éventuellement des biais qui soient différents. Donc moi, j'essaie de ne pas vous présenter mon avis, mais même si forcément, dans l'ordre ou la manière dont je vous présente, peut-être que, enfin forcément que j'ai un avis et qui transparaît, mais en tout cas, voilà, l'idée, et je pense que c'est ce que disait Caroline au départ, c'est que vous essayez de vous affranchir des avis des uns et des autres, ou de voir quel est leur biais pour essayer de rester neutre. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur l'hydrogène, ça fait partie des technologies qui, pour certains aspects de la décarbonation, semblent prometteuses. Après, c'est à vous de nous dire... c'est votre rapport qui me permettra d'avoir un avis. Bon, bien essayé, mais pas d'anti-sèche. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation encore une fois. J'avais une question, on parle souvent des 9 limites planétaires. Le changement climatique, ça fait partie de ces 9 limites planétaires. Et du coup, ma question c'est, est-ce que lors les scénarios présentés sont pris en compte les autres limites? Et aussi, est-ce que la vision unique sur le changement climatique suffit pour la transition écologique? Non, alors l'exercice qui m'est demandé, c'est le changement climatique. Je pense que je vous ai parlé quand même un petit peu du lien avec la biodiversité, mais ça n'est pas la seule pression qu'elle a. On a des solutions aussi qui sont fondées sur la nature et qui est important de déployer, même si on sait qu'au-delà de 2 degrés, la nature est tellement mise à mal qu'elles-mêmes vont devenir difficiles à déployer. Donc évidemment, et quand on croise les différents objectifs de développement durable, il y en a au moins 2, celui sur la vie aquatique et celui sur la vie terrestre, qui sont directement reliés à la biodiversité, dont la crise est aussi grave que la crise climatique. Donc c'est évident qu'il ne s'agit pas de résoudre une crise aux dépens d'une autre, même si c'est vrai que dans le débat public, aujourd'hui, c'est plutôt le climat qui est expliqué aussi parce qu'il y a les bilans carbone, ça permet d'avoir un discours sans doute plus simple que la complexité pour
sauvegarder la diversité du vivant. Mais évidemment, il s'agit des deux, et c'est ce que vous voyez d'ailleurs illustré sur ce graphique du groupe 2, où on voit à gauche le monde et les pratiques non soutenables qu'on a à la fois vis-à-vis du climat et du vivant, et à droite, un monde dans lequel on préserverait le vivant et on essaierait et on résoudrait la crise climatique. Donc c'est bien les deux qu'il faut avoir en tête sur les limites planétaires. Il n'y a pas 9 limites planétaires. Il y a évidemment des limites aussi en ressources qu'il faut prendre en compte de manière indispensable. Et dans les technologies qui sont discutées dans le rapport, il y a une limite, quand il y a une littérature qui le soutient, il y a cette limite en ressources qui est aussi discutée quand il y a de la littérature, mais il n'y a pas un nombre fini de limites planétaires dont on aurait dépassé, je ne sais plus si c'est 4 ou 5. On en revient à le GIEC, c'est analyser le corpus scientifique et regarder à chaque fois si on a une théorie qui permet d'expliquer les mécanismes et des observations suffisantes qui permettent d'arriver à une conclusion. Ça n'est pas le cas pour les limites planétaires qui émanent d'un groupe qui s'est proclamé The Earth Commission, mais qui est un petit groupe de chercheurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas localement des limites qui peuvent avoir été dépassées et des choses irréversibles qui sont franchies, et c'est le cas partout, par exemple, où on a de la fonte de la cryosphère, on a localement dépassé une limite et on ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut faire attention entre ce qu'est le corpus de connaissances et l'analyse fouillée pendant plusieurs années par les auteurs du GIEC pour essayer d'arriver à des conclusions sur ce qui est robuste et ce qui ne l'est pas, et ce qui est de l'ordre de ce qui vient éclairer aussi le débat scientifique. On a besoin de gens qui, à un moment donné, disent « mais est-ce qu'on n'a pas des limites planétaires ? Est-ce qu'on n'a pas… » Ça fait avancer la science, mais quand c'est récupéré médiatiquement comme étant une vérité absolue, ça pose problème. Donc c'est un cadre de réflexion, c'est intéressant, mais ça n'est pas… ça n'est pas un fait scientifique établi à partir d'observations. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas passé certaines limites à des échelles locales. Merci beaucoup. À vous. Alors, bonjour. Ma question, c'est est-ce que l'adoption des énergies renouvelables est vraiment une solution efficace afin d'atteindre un net zéro de CO2, ou bien ça dépend des technologies utilisées dans ce domaine? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas aboutir à des diminutions très fortes des émissions de gaz à effet de serre sans un déploiement massif de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de l'hydrogène, on a des problèmes aussi d'intermittence de ces énergies renouvelables. On va avoir besoin d'adapter la manière dont on distribue et dont on utilise l'énergie. Mais il n'y a pas de possibilité de réduire significativement les émissions sans ce déploiement massif d'énergie renouvelable. Donc oui, c'est une solution. Après, il y a aussi d'autres conséquences environnementales. Alors aujourd'hui, dans le débat public, on entend beaucoup les autres conséquences environnementales des énergies renouvelables. Alors on peut se dire c'est bien, c'est qu'aujourd'hui la société a intégré qu'il faut raisonner en analyse de cycle de vie de l'amont jusqu'à l'aval. Mais c'est assez marrant parce qu'on ne l'entend jamais pour les énergies fossiles en particulier, qui ont aussi des conséquences très graves en amont et en aval en termes de santé publique. Donc c'est aussi parce qu'il y a une utilisation dans les médias de certains chiffons rouges, là où on ne se posait pas la question ailleurs. Donc c'est bien d'interroger les technologies sur tous les aspects, mais si on le fait pour l'ensemble des technologies. Il n'y a pas de technologie sans conséquences, mais il n'y a pas nous-mêmes, quand on mange, quand on vit, on a des conséquences. Donc il y a des conséquences, il faut trouver des éléments pour être objectif, pour regarder les conséquences par rapport aux bénéfices. Il y a aussi besoin d'énergie, il y a aussi besoin, pour sortir une partie de la population du monde de la misère, d'apporter de l'énergie et de produire cette énergie. Donc on n'est pas en train de parler dans les scénarios qui permettent de concilier développement et climat. On ne parle pas de tout. La question n'est pas de tout arrêter et de plus.
c'est pas un retour en arrière, c'est qu'est-ce qu'on prend de bon dans les technologies et qu'est-ce qu'on développe comme nouvelles technologies pour continuer à avoir des modes de vie décents pour tous. Donc il y a une part où on doit revenir sur la surconsommation, mais l'idée n'est pas d'arrêter tout non plus. Oui. Bonjour. Moi j'ai 2 questions, si je peux me permettre. Alors déjà, c'est sur les leviers d'action. Il y a plusieurs scénarios qui ont été proposés. Et je voudrais savoir, c'est une question d'ordre de grandeur, quelle est la part que vous accordez à la sobriété des PF1 ? Est-ce que c'est négligeable ou ça a vraiment un impact qui peut être important ? Et deuxième question, c'est sur une valeur qui était présentée dans les dernières diapositives. J'ai vu que la part, les émissions de CO2 dans le domaine de l'alimentation va être réduite d'ici 2050 à 44%, un des scénarios il me semble. Et c'était voilà, c'était exactement ça. Et je pense, soit je l'ai mal compris, soit je comprends pas. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les scénarios qui sont ce que je vous montrais. On a des hypothèses, ça permet d'avoir des émissions et de regarder le futur. Et après, les économistes, je vous ai dit, font des milliers de scénarios où ils testent plein d'hypothèses et ils regardent si, quand on a telle ou telle hypothèse, on répond aux critères de ne pas dépasser 2 degrés ou de ne pas... Ils les classent après par famille de scénarios suivant qu'on dépasse tel ou tel seuil de température. Donc, il y a des milliers de scénarios. Il n'y a pas un scénario qui dit ce qu'on doit faire, c'est ça, parce qu'après, on a aussi des pays qui ont des enjeux différents, et personne ne peut complètement, ne peut anticiper les grandes lignes géopolitiques, les crises comme ce qu'on a avec la crise ukrainienne ou ce qui se passe au Proche-Orient, ne sont pas des choses qui ont été anticipées par des modèles où on savait qu'en 2022, on aurait telle crise. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout un tas d'hypothèses pour essayer de couvrir l'ensemble des possibles. Mais ça n'est pas quelque chose qui prescrit, c'est juste quelque chose qui vous dit, attention, si on ne décarbone pas, voilà où on va arriver en température. Et après, il y a plein de voies de décarbonation, plein de voies. Dans toutes les voies de décarbonation, il faut par contre des changements majeurs et dans l'industrie et dans la manière dont on produit de l'alimentation et dans la manière dont on produit de l'énergie. Ça, c'est le dénominateur commun, mais après, il y a des choses qui vont varier entre. Mais pardon, la question, est-ce que oui, c'est... Au-delà de ces scénarios, il y a de l'analyse qui est faite dans les chapitres du GIEC qui discutent beaucoup plus largement des options. Donc là, par exemple, dans le chapitre qui traitait de ça, il regarde si on augmente vraiment la partie sobriété et efficacité, quelle marge de manœuvre ça offre. Donc il montre que dans un scénario où on n'active pas ces leviers, on a du coup 18 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an qui sont émises par l'alimentation. Si on active ces leviers de sobriété et d'efficacité, alors on n'est plus qu'à 10 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an en 2050. Donc il regarde quel est le potentiel, quel est le gisement si on met des modes de vie sobres en carbone, de l'efficacité, de la sobriété, quelle est à chaque fois l'économie qui peut être faite en termes d'émissions par rapport à un monde où on ne le fait pas. Donc c'est à ça que servent des scénarios, c'est je prends une hypothèse et je regarde, j'ai un monde où j'ai pris l'hypothèse, un monde contrefactuel, et je fais la différence entre les deux pour regarder le gisement, le potentiel qui existe. Donc c'est ça qui est dit là. Là, ça correspond pas nécessairement au scénario que je vous ai montré tout à l'heure. On prend un des scénarios où on laisse les choses se déployer et on met en place ou pas sobriété et efficacité. On regarde le gisement. Et entre sobriété et efficacité, on sait dire la contribution de chacune de ces... Alors je pense que ça va effectivement être très très variable sur l'un et sur l'autre, mais là je vous invite à aller regarder dans le rapport qui traite de ça, parce que moi j'ai pas le... Si en fait, ça me revient dans le résumé pour décideurs à nouveau du groupe 3, vous avez pour chacun de ces domaines quelle est la part qui est liée à des changements d'usage, changements de mode de vie, quelle est la part qui est liée à de l'efficacité et à des modifications d'infrastructures, par exemple industrielles.
Et donc ça permet vraiment de déployer les deux. Il y en a où le levier il est vraiment sur le changement d'habitude et de structuration, et d'autres où le levier il va plus être technologique. Et ça c'est vraiment très facile à comprendre sur le graphique qu'il y a dans le résumé pour décideurs du groupe 3. Mais la question aussi, quand vous étiez étonné par les 44% de l'alimentation, est-ce que c'était quels sont exactement les gisements qui concernent l'alimentation dans laquelle on pourrait avoir des opportunités de réduction? C'était un peu ça aussi. Alors sur l'alimentation, ça veut dire des modifications de la manière dont on s'alimente, ce qu'on appelle des régimes sains et soutenables, parce que c'est le terme qui est acceptable politiquement dans la sphère internationale. Ça veut dire moins de protéines animales pour les régimes tels que les nôtres, ce qui a des bénéfices en santé publique évidents et qui est indispensable non seulement pour le climat, mais alors surtout pour la biodiversité et les ressources en eau. C'est vraiment indispensable qu'il y ait moins d'élevage pour du coup réduire les émissions et l'extension spatiale de l'agriculture et la demande en eau. Donc ça ne veut pas dire plus de protéines animales, mais ça veut dire des régimes dans lesquels on a beaucoup plus de protéines végétales que ça n'est le cas aujourd'hui. Et ça demande aussi de juguler l'augmentation dans les régimes, notamment en Asie, où ils mangeaient peu de viande et où le développement, en tout cas le modèle de développement qu'on leur met en avant, qui est celui qui les pousse à consommer plus de viande, c'est quelque chose qui est nécessaire à un moment donné de juguler pour diminuer cet impact. Donc il n'y a pas de trajectoire soutenable sans une modification de l'alimentation, mais ça veut aussi dire derrière un accompagnement du secteur agricole pour produire plus de protéines de légumineuses et pour diminuer. Donc c'est à la fois des changements d'habitude, mais c'est aussi des changements de pratiques agricoles qui passent par des politiques agricoles et internationales. Allez, j'avais repéré une dernière question. Rebonjour. J'avais une question du coup par rapport, vous parlez de politique pour trouver des solutions. Est-ce que notre gouvernance actuelle, notre système politique actuel peut être efficace? Faut-il changer notre gouvernance? Alors c'est aussi une question là pour aussi, laquelle... vous avez 2 minutes, ça devrait suffire normalement. Alors je vous rappelle que je suis chimiste de l'atmosphère, donc je vous retranscris ce que je lis du GIEC. Et la politique, c'est une certaine chimie dans une certaine atmosphère, quand même. Exactement. Merci, j'aurai maintenant une légitimité pour en parler. Donc le groupe 3 du GIEC analyse aussi les mécanismes politiques, et notamment démocratie, alors, dans les limites qui sont les siennes, puisqu'on travaille sous l'égide des États. Donc vous trouverez jamais dans un résumé pour décideurs que c'est plus simple dans une dictature d'imposer des changements de mode de vie ou que seule la démocratie peut permettre... En fait, là-dessus, il y a des vraies questions sur comment en démocratie on fait bouger une société. Il y a effectivement cet enjeu d'acceptabilité qui est extrêmement important. On a tendance à dire que c'est les politiques qui ne prennent pas de décision. Les politiques prennent aussi des décisions en fonction de ce qu'ils sentent acceptable ou de la pression qui est posée sur eux. Peut-être je peux vous montrer un dernier graphique. Quelqu'un a ajusté pour m'empêcher de montrer des graphiques, je le sens, qui est celui justement des différents rôles des personnes et des collectifs pour faire bouger. On a tendance beaucoup à insister sur le rôle en tant que consommateur. Dans nos démocraties, il y a un rôle très important qui est le rôle citoyen, que ce soit au travers du bulletin de vote ou dans toutes les manifestations au sens politique du terme, manifestation politique, ou en tout cas remontée de la part du monde citoyen qui permet de faire cette pression politique et de rendre les choses possibles. Donc il n'y a pas là aussi de réponse blanc ou noir. On voit combien ce changement rapide qui est imposé par le changement climatique et qui est imposé par la transition fait aussi le terreau pour certains extrêmes pour finalement faire peur et diviser la société. Donc c'est l'avenir qui dira si nos démocraties arrivent à s'en sortir et à tenir. Encore une fois, il y a de très nombreux co-bénéfices à ces changements,
même s'il y a des difficultés à les mettre en place, c'est là-dessus qu'il est vraiment important aujourd'hui de communiquer plutôt que de débattre ou de s'engueuler pendant des heures, parfois sur certains aspects clivants, plutôt que de discuter aussi de ce qui peut entraîner la société, apporter plus d'équité. Donc après, il faut qu'il y ait du débat démocratique pour vérifier que les solutions qui sont prises, elles sont bien... elles accompagnent bien plus d'équité et qu'elles pénalisent pas les plus faibles dans la société. Mais il y a matière à faire des choses très bien aussi dans ce monde qui se transforme. Merci infiniment d'être venu nous donner toutes ces explications. Et comme l'organisation est extrêmement généreuse avec vous, vous avez droit à 15 minutes de pause. On se retrouve à 11h15, 11h16 même.